On entend souvent dire que le Canada, c'est un leader mondial en matière d'égalité. Mais alors, comment ça se fait qu'on parle encore et toujours d'un écart salarial important entre les hommes et les femmes? C'est exactement le casse-tête qui a motivé l'étude qu'on décortique aujourd'hui. Des chercheurs, Judith Ann McDonald et Robert Thornton, se sont demandé si les lois sur l'équité salariale avaient vraiment changé quelque chose. Et pour le savoir, ils ont utilisé une méthode vraiment ingénieuse. Alors, voici le plan de match. On va commencer avec le paradoxe canadien. Ensuite, on va plonger dans le cœur de la méthode des chercheurs pour répondre à la grande question « Et si ?». On verra comment ils ont bâti une sorte de province jumelle pour comparer. Puis, on va regarder les résultats pour l'Ontario, ensuite sur le plus compliqué du Québec, pour finalement tirer la grande conclusion de tout ça. Bon, allons-y. Le point de départ, la motivation de toute cette recherche, c'est vraiment ce casse-tête. D'un côté, une réputation en or, de l'autre, des chiffres qui racontent une autre histoire. Il faut comprendre que sur la scène internationale, le Canada a l'image d'un premier de classe. On parle de lois proactives sur l'équité salariale parmi les plus complètes au monde. Ça veut dire des lois qui obligent les employeurs à regarder leur salaire et à corriger les écarts sans même avoir besoin qu'une plainte soit déposée. C'est du sérieux. Et c'est là que les chercheurs arrivent avec leur question de recherche fondamentale. Est-ce que cette belle réputation est méritée? Est-ce que ces lois, si bien vues, ont vraiment donné les résultats qu'on espérait? Parce que l'image, c'est une chose, mais les faits, c'en est une autre. Et les faits, les voici. En 2011, des années après l'adoption de ces fameuses lois, les femmes qui travaillaient à temps plein gagnaient en moyenne 72 du salaire des hommes. Pour mettre ça encore plus clair, pour chaque 100 gagnés par un homme, une femme en gagnait 72. Ouf, l'écart est encore là et il est majeur. Bon, ça nous amène au cœur du problème méthodologique. Pour vraiment savoir si une loi a eu un impact, on ne peut pas juste regarder les chiffres avant et après. Il faut se poser ce qu'on appelle une question contrefactuelle. En gros, que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu de loi du tout? C'est la question à $1 million. Comme le disent les chercheurs eux-mêmes, que se serait-il passé si les lois n'avaient pas été adoptées? Évidemment, on n'a pas de machine à voyager dans le temps. Il faut donc trouver une façon intelligente de simuler ce scénario parallèle. Et c'est là que leur stratégie devient vraiment intéressante. Pour faire cette analyse, les chercheurs ont choisi deux cas d'études parfaits, l'Ontario et le Québec. Pourquoi ces deux-là? Simplement parce que ce sont eux qui ont mis en place les lois les plus agressives, celles qui couvraient non seulement le secteur public, mais aussi le privé. L'Ontario a dégainé en 1988 et le Québec a suivi en 1987. Alors, comment on fait pour créer un monde parallèle où la loi n'existe pas? C'est ici qu'on entre dans la magie de l'étude, la fameuse méthode du contrôle synthétique. OK, qu'est-ce que ça mange en hiver, la méthode du contrôle synthétique? C'est moins compliqué que ça en a l'air. L'idée, c'est de construire une copie, un jumeau économique d'une province comme l'Ontario. Et pour faire ça, on crée un cocktail d'autres provinces qui n'avaient pas la même loi. On les mélange dans les bonnes proportions pour créer un double parfait, une version synthétique de l'Ontario. Voici comment ça fonctionne, en 3 étapes faciles. D'abord, on prend plein de données économiques sur l'Ontario d'avant la loi de 1988, le PIB, le chômage, tout ça. Ensuite, un algorithme s'en mêle. Il trouve la meilleure recette, le mélange parfait d'autres provinces pour que leur parcours économique avant 1988 soit identique à celui de l'Ontario. Et enfin, voilà, on obtient notre Ontario synthétique, notre jumeau qui n'a jamais connu la loi sur l'équité salariale. C'est notre point de comparaison idéal. Et justement, voici la recette qu'a concocté l'algorithme. L'Ontario synthétique est un mélange de presque 64 de Colombie-Britannique, un peu plus de 19 d'Alberta et un peu moins de 17 de Manitoba. C'est ce clone statistique qui va nous permettre de juger de l'effet réel de la loi. On arrive au moment de vérité. On va maintenant comparer l'Ontario réel à son jumeau synthétique. Alors, est-ce que la loi de 1988 a vraiment fait bouger les choses? OK, regardons bien le graphique. C'est la preuve principale. La ligne pleine, c'est ce qui s'est réellement passé en Ontario. La ligne en pointillé, c'est notre Ontario synthétique, celui sans la loi. La ligne verticale, c'est l'année où la loi a été adoptée. On voit bien qu'avant 1988, les deux lignes sont collées l'une sur l'autre. Ça nous confirme que notre clone est excellent. La grosse question, c'est que se passe-t-il après? Et là, la conclusion est assez frappante. L'effet est négligeable. Regardez comment les deux lignes continuent de se suivre de très près, même des années après la loi. Ce que ça veut dire, c'est que l'écart salarial en Ontario aurait diminué à peu près de la même façon, avec ou sans cette loi. L'impact réel de la législation sur les salaires a été, pour ainsi dire, proche de zéro. Bon, on pourrait se dire que ce genre de loi pourrait avoir des effets secondaires négatifs, comme de freiner l'embauche des femmes. Les chercheurs ont donc vérifié. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en Ontario, la loi n'a pas eu cet effet pervers. En gros, pas de gains salariaux, mais pas de perte d'emploi non plus. C'est déjà ça. Maintenant, direction le Québec.
Et là, l'histoire est pas mal plus nuancée. On a un résultat différent, mais qui vient peut-être avec un prix à payer. Encore une fois, le graphique parle de lui-même. La ligne verticale est en 2001, quand les paiements ont vraiment commencé. Avant ça, le Québec réel en ligne pleine et son jumeau en pointillé sont presque identiques. Mais regardez bien ce qui se passe après 2001. La ligne pleine se décolle clairement de la ligne pointillée et commence à monter. La conclusion est donc bien différente de celle de l'Ontario. Au Québec, on observe des gains salariaux modestes. Contrairement à sa province voisine, la loi québécoise semble avoir eu un petit effet positif. Elle a réussi à réduire un peu l'écart de salaire. La loi a fonctionné, au moins en partie. Mais il y a un mais. Si on regarde maintenant le graphique sur l'emploi, on voit autre chose. Après 2001, la ligne pleine du Québec réel passe un tout petit peu en dessous de la ligne de son jumeau synthétique. Ça suggère un léger effet négatif sur l'emploi des femmes. Ce qui nous amène à une conclusion en 2 temps pour le Québec. Oui, il y a eu des gains de salaire, mais ils se sont accompagnés d'un léger coût en matière d'emploi. C'est un peu comme si, pour augmenter le salaire des femmes qui avaient déjà un emploi, le marché avait un peu moins embauché de nouvelles travailleuses. C'est un arbitrage classique qu'on voit souvent en économie. Alors, si on met tout ça ensemble, quelle est la grande leçon à retenir? Pourquoi est-ce que ça a marché un peu au Québec, mais pas en Ontario? Et qu'est-ce que ça nous dit pour la suite? Bon, les auteurs ont des hypothèses. La loi québécoise, adoptée plus tard, a pu apprendre des erreurs de l'Ontario. Elle était plus complète, sans plafond sur les ajustements salariaux, par exemple. Mais la thèse de fond de l'article, son argument principal, c'est que même la meilleure des lois ne s'attaque pas à la racine du problème. Et cette racine, c'est la ségrégation professionnelle. Le fait que les femmes et les hommes ne font tout simplement pas les mêmes métiers. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si même les lois les plus poussées au monde ne sont pas une solution miracle, qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment combler l'écart? L'étude ne donne pas de réponse facile, mais elle nous force à regarder plus loin, à nous demander quelle politique pourrait vraiment s'attaquer aux structures profondes de l'inégalité sur le marché du travail.